L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboire, Saint-Martin-d'Air vous présente Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, toujours un bonheur de vous retrouver, de vous faire découvrir des parcours, des talents, des gens d'ici et d'ailleurs qui font tous bouger le territoire, comme ceux qui nous ont fait crier Allez Grenoble, qui ont porté haut nos couleurs et qui aujourd'hui bonifient leur expérience en entreprise, comme ceux aussi qui ont toujours gardé espoir, mais même en risquant leur vie pour traverser les frontières et qui aujourd'hui sont apprentis cuisiniers, et comme celui qui milite pour l'urgence climatique en prenant de la hauteur pour savoir, comprendre et rassembler. Merci d'être là, Nicolas Plein. Bonsoir. Bienvenue. Merci d'être de retour ici sur ce plateau, un habitué. Et de retour, cette fois-ci, du Kenya, explorateur scientifique, parapentiste, au cœur de documentaires qui secouent les consciences en leur montrant le champ des possibles pour la planète. Tout est encore possible, hein ? C'est ça, il y a plein de solutions à mettre en place et c'est ce qu'on montre. Ouf, c'est ce qu'on va se dire tout à l'heure. Juliette et Arvani, bienvenue. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être ici. Cuisine sans frontières, c'est une association qui donne un autre goût à la vie de ceux qui vous rejoignent, réfugiés, sans papier, avec quelques-uns ? Oui. Avec aussi. et sans papier, bien sûr. Ils apprennent la cuisine et les métiers de la restauration grâce à vous. On en parle dans un petit instant. Christophe Tartari, Julien Bellac, bienvenue. Merci. Salut Lucille. Ça fait plaisir de se retrouver quelques mois après avoir célébré votre dernier titre. Ça passe vite ? Ça passe assez vite, oui, exactement. Ça passe très vite car le temps, vous ne voyez pas le temps passer car vous êtes très occupés. Vous êtes tous deux, alors chef d'entreprise depuis 5 ans, c'est ça ? Ouais, 5 ans et demi maintenant. 5 ans et demi, entre autres activités. Alors le quotidien change, mais rien ne change à Pôle Sud qui ne vous oublie pas. Alors Christophe, c'était il y a déjà quelques jours, quelques semaines. Vous faites désormais partie du décor. Votre maillot, le fameux 73. Oh là, c'est vrai que la glace, ça glisse. Pour moi aussi, d'ailleurs, à la caméra, ça a été assez rock'n'roll ce soir-là. Le fameux 73 a été retiré. Plus personne ne pourra le porter au terme d'une cérémonie en hommage à vos 20 ans de carrière, vos 858 matchs avec les Brûleurs de Loups, un record pour un joueur professionnel. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce soir-là devant la famille, les proches, les amis ? C'est un peu bizarre, hein. Alors extrêmement honoré forcément et fier, hein. Mais sur le moment, j'étais pas vraiment là, quoi. Ça fait beaucoup de choses à gérer, beaucoup d'émotions et donc c'est plus en regardant les images que les émotions, je les laisse transparaître, disons. Mais c'est un moment particulier, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, donc là on n'est pas protégé par l'équipement, donc c'est particulier, mais c'est un moment unique, un moment de vie unique. Je me sens privilégié d'avoir vécu un moment comme ça. Avec tous mes amis et la famille. C'est ça, les proches. Et d'ailleurs, vous avez rassemblé ceux qui ont écrit les pages de ce club emblématique de la région, les Brûleurs de Loups. Il y avait 4200 personnes ce soir-là, peut-être un petit peu plus. Des enfants, des adultes, des abonnés depuis des années, des années. Vous avez aussi participé à cette histoire très forte, tous les deux aussi. Julien, vous êtes un ancien capitaine de cette équipe. Votre nom, Christophe, est suspendu aux côtés du père fondateur, Pete La Liberté, Christo Baluette, Jean Leblanc, Joseph Podela, je vais essayer de ne pas en oublier, Patrick Roland, Benoît Bachelet, Jeff Bonnard, Philippe Treille, la plupart étaient là. Vous avez réalisé que en fait, vous n'avez jamais changé, vous avez commencé dans ce club, vous y avez terminé votre carrière, vous n'avez jamais bougé, vous êtes resté toujours le même. Bon vivant, sérieux au boulot, performant devant les cages ou à la défense également, mais une légende, c'était pas forcément dans votre tête, ça ? Pas du tout. Alors oui, je me considère pas du tout en tant que tel, hein. En fait, ça m'a juste fait regarder en arrière et réaliser que j'ai eu la chance d'avoir cette vie de passion, quoi. Et aux côtés de mes amis, qui sont devenus des frères. Donc c'est surtout ça, en fait, qui est important de noter.
les valeurs qui sont transmises par ce sport, les valeurs de famille, de club, de dépassement de soi, de passion. Il y a beaucoup de sacrifices en parallèle, hein, qu'on voit pas forcément, mais de vivre de sa passion pendant tant d'années, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc c'est surtout ça que je retiens. D'ailleurs, ils ont compris votre état d'esprit, hein, vos anciens coéquipiers. Alors, ils s'appelaient tous Tartari pendant leur échauffement ce soir-là. Il n'y avait que des 73 avant qu'on n'en voit plus sur le glace, retrait de maillot. Et puis, ils ont reproduit vos petits tocs. Pareil, vous avez tout le temps des tocs de patin. Donc voilà, tout s'est arrêté. Voilà, ils vous ont taquiné un petit peu. Ça, c'est le capitaine Joël Champagne, ça aussi. Ça vous arrivait des fois de boire à l'envers? Non, ça, il l'a fait pour me faire rire. Je pense que j'étais au bord. Bah voilà ce qui restera, Chris. C'est l'essentiel. Ouais, non, mais même ça, là, ce petit clin d'œil, ouais, non, c'est extra. C'est extra de vivre un moment comme ça. On les écoute pour certains. Il y en a un, ça faisait hyper plaisir de le retrouver. C'était votre ancien entraîneur et gardien, Patrick Rolland, qui a tenu aussi à vous rendre hommage, entre autres personnalités du soir. C'était il y a 21 ans. Que le temps passe. Il est rentré dans le vestiaire avec tous ses tocs. Et vraiment, à l'époque, on n'aurait pas pu prédire la carrière qu'il allait avoir. Les quelques souvenirs que j'ai encore quand je repense à tout ça, c'est pas tant les titres ou quoi que ce soit, c'est vraiment ces moments-là, avec notamment cet homme-là, qui mérite tellement tous les honneurs et tous les jolis mots et toutes les belles émotions qu'il a vécues ce soir. Des fois, j'ai encore l'impression que Chris, il est blessé puis qu'il va revenir à un moment donné. Donc là, ça mettait un clap de fin officiel avec ce beau maillot dans les airs accroché pour toujours pour l'histoire du club. Donc non, franchement, c'était une soirée super. Julien Bellac, on rappelle, capitaine de cette équipe qui était finaliste en 2012 avec tous ces jeunes qui avaient été exceptionnels. Vous avez écrit votre témoignage là-dedans, notamment. Les écrits restent. Vous avez été coéquipier, complice depuis les débuts. J'ai déjà vu Christophe, c'était un peu mon idole, parce que moi je suis un peu plus jeune que lui, donc quand j'étais jeune, je le regardais sur la glace en pro, puis j'avais qu'un rêve, c'était de pouvoir essayer de faire un peu près comme lui. J'en suis encore loin, mais voilà, c'était un idole, c'est devenu un coéquipier, puis maintenant un ami et un frère, comme il l'a dit. Qu'est-ce qui change? Vous avez juste un titre de champion de France en moins ou beaucoup de choses, beaucoup de buts en moins, beaucoup de titres en moins, beaucoup de matchs. 15 ans de vie partagée. Ouais, voilà. C'est sûr que ça rapproche, ça crée des liens. Et voilà, maintenant, on a tous les deux arrêté le hockey, mais je pense qu'on se voit presque autant qu'avant. Et arrêter le hockey, alors en guise de jubilé, vous avez quitté la scène sur un titre de champion de France avec énormément d'émotions, Julien. Ça, c'est l'année dernière. Il y avait beaucoup de choses qui étaient un peu mêlées dans nos têtes, entre la joie d'un titre, devant la famille, la fin d'une carrière, tout se mélange. Et puis c'était juste un moment, j'ai un peu du mal encore à regarder, mais c'était, voilà, on a vécu des émotions vraiment incroyables. Finir sur un titre, voilà. Ouais, un titre comme je t'ai dit à la maison. Porte de sortie. La porte de sortie était parfaite. Il y avait tous nos amis, toute notre famille, mon petit gars qui était dans les tribunes et ça fait la diff. Ouais, on parle de petite mort dans le sport. Souvent dans d'autres jargons, mais en l'occurrence, on dit que c'est une vie avant et puis la vie d'après. C'est comme ça que vous l'avez vécu en fait. Ça y est, il y a une vie qui s'en va et une autre qui commence. Non, mais après, c'est vrai que les saisons de hockey se ressemblent. On fait du hockey de août à avril. Et puis après, de avril à août d'après, on est un peu plus calme. Et c'est vrai qu'on a vu une intersaison encore pareille. Sauf qu'en août, quand tout le monde reprenait, nous, on était encore chez nous à faire les barbecues. Et voilà, c'est sûr que de temps en temps, ça nous manque, les copains nous manquent, la joie de vestiaire et la vie de vestiaire, ça manque, mais après, on apprend à vivre différemment, profiter des choses auxquelles on ne pouvait pas profiter à 100%, notamment la famille, et c'est très important. La vie de vestiaire, vous la reconnaissez puisqu'il n'y a pas eu de transition. Il y a encore un petit Bellac à la patinoire. C'est votre fils Lucas, ça y est, il a commencé, donc... Voilà, finalement, l'histoire se poursuit. C'est différent. Il ne va pas laisser trop de pauses, mais voilà, c'est vrai que... Il a 3 ans et demi. Il a 3 ans et demi. Je l'emmène souvent avec son cousin de 4 ans. Et puis,
voilà, et pour l'instant, ça leur plaît et on verra bien s'ils veulent continuer ou pas. Et cette envie de retourner sur la glace, je ne sais pas si vous l'avez eu, Christophe, aussi, lorsque vous aviez tous vos coéquipiers qui portaient votre nom. Est-ce que c'est bizarre? Non, personnellement, bien sûr, comme le disait Julien, le manque il sera à vie, mais c'est plutôt du collectif et de la vie de vestiaire. Après, en fait, on démarre une activité, on sait qu'elle va s'arrêter à un moment donné, cette passion. Donc, inconsciemment, c'est dans un coin de la tête. C'est une souffrance pour beaucoup d'athlètes. Ça l'est, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. Moi, personnellement, ça me manquera, mais j'ai été arrivé au bout et je sais les efforts, on sait les efforts que ça demande pour pouvoir profiter de ces moments. Et il arrive un moment, c'est la balance, est-ce qu'on est capable de donner autant de sacrifices ou pas? Parce que... Puis on a eu la chance de pouvoir se préparer à ça aussi. On savait, Christophe et moi, que c'était notre dernière année. On avait vu ça avec le club et voilà, on avait 1 an pour justement préparer toutes ces émotions. Et justement, la dernière année, j'en parle souvent, mais moi j'ai vraiment profité de chaque moment. Voilà, je montais dans le bus, j'étais content, j'allais m'équiper, j'étais content, je m'entraînais, j'étais content. Voilà, on avait la chance de savoir que voilà, fallait profiter de cette dernière année et que mi-avril, ça serait fini. Et voilà, on a pu gérer ça comme ça au mieux. Et vous aviez même anticipé bien avant, puisque ensemble, vous avez créé Silence, donc un centre de flottaison. Oui, on revoit ces images. Non, normalement, vous êtes sérieux, donc il ne faut pas rire. On dit que vous avez fait ça au premier coup, d'accord? Donc, non, là, c'est effectivement des... Vous êtes très sérieux, bien sûr, dans ce centre de flottaison. On peut le rappeler, c'est un lieu où on peut flotter pendant près d'1 heure. C'est ça, hein, 1 heure même, en silence, et ça permet de relaxer le corps et de régénérer l'esprit. Vous avez créé ça, je résume, hein, mais c'est pour être bien fait. C'est vous, Julien, là, je crois, oui, justement, pour une démonstration. Alors, en l'occurrence, pour les besoins de la caméra, le cocon est ouvert. Mais, et Julien est en maillot. Et je suis en maillot aussi. Et en maillot, on peut être en maillot. On peut être en maillot, on conseille forcément... plutôt de flotter sans. Pour l'absence de stimulation. Exactement, mais voilà, forcément pour la vidéo, c'est assez compréhensible que... Donc là, vous allez vous mettre tout nu, c'est pour ça qu'on ferme le cocon. Donc voilà. Mais c'est vrai que cette aventure, vous l'avez écrite ensemble, vous l'avez créée, c'est en 2017. Et ça vous a permis finalement de quitter les patins plus facilement? Ça permet une transition en fait. Comme tu le disais, la retraite pour un sportif, c'est très compliqué. Et c'est vrai que en vieillissant, on se demande les compétences qu'on va avoir extra-sportives, disons. Et ça nous a permis d'entreprendre. Donc là, on voit Stéphane Stéphane Gervais, qui est au Canada maintenant, mais qui est associé avec nous. Il appelle le Canada probablement, voilà. Là d'ailleurs, oui. Et donc oui, ça nous a permis de mettre en application les valeurs collectives et d'entraide, en tout cas qu'on a appris dans le sport, dans l'entrepreneuriat, et avec chacun des compétences différentes, on est complémentaires, je pense, et du coup, ça nous a permis de se rassurer sur l'avenir, sur ce qu'on est capable de faire en tout cas. Et vous êtes toujours aux commandes de cet établissement qui, alors à Grenoble, il est sur les grands boulevards. On parle souvent de ces fameuses compétences du sport de haut niveau, d'avoir des objectifs, la gestion des objectifs, la gestion des échecs, la culture de la performance également. Vous le vivez aujourd'hui pleinement et c'est un vrai bénéfice, en tout cas, de pouvoir mettre la carrière d'un sportif de haut niveau au bénéfice du développement du commerce et d'une entreprise. Oui, c'est sûr, parce que forcément, quand on fait du sport, on a des ambitions, on a envie de gagner des choses, on a envie de gagner des titres, et puis c'est des choses assez concrètes. Quand on fait du sport, on s'entraîne, on fait un match, on veut gagner, on s'entraîne, on veut gagner un titre. Et voilà, après, on retrouve ça dans la vie d'une entreprise. Alors, il n'y a pas de match, il n'y a pas de titre à gagner, mais par contre, il y a toujours une ambition de développement, de réussir, et on essaye d'inculquer aussi des valeurs de cohésion, d'esprit d'équipe dans notre structure, et puis dans nos diverses activités à côté. Et c'est important de pouvoir retranscrire ces valeurs de sport dans les valeurs d'entreprendre. Surtout que vous êtes chef d'entreprise, mais vous avez aussi un travail à temps plein désormais. Oui, désormais, moi j'ai depuis début janvier intégré la société TCT Pro en tant que responsable développement. Et voilà, j'apprends le métier, j'essaye aussi d'apporter mes valeurs et mes ambitions. Et voilà, et en parallèle, on s'occupe encore du développement de Silence. Ça va bien, ça marche bien. Oui, ça se passe très bien. On a des beaux projets de développement à partir de 2023. Donc, on est en plein dedans.
C'est parfait, on vous souhaite tout le bonheur du monde, bien sûr. Nicolas, vous qui planez au-dessus, je sais pas, vous connaissez cet établissement où on flotte ou... J'ai entendu parler à un copain qui a eu un cadeau pour aller à Silence. Et ça a l'air génial comme expérience. Ouais. En tout cas, quand on voit les vidéos, ça donne envie. Ça c'est sûr. On risque pas de se noyer, bien sûr. Donc voilà, on en entend dire que du bien, effectivement. Bon, un mot encore. Alors, on vous revoit une dernière fois avec un équipement de hockey. La prochaine fois, ça sera le costard une bonne fois pour toutes. Mais un petit mot quand même sur votre équipe, vos coéquipiers. Une saison exceptionnelle cette année. La saison de tous les records, c'est magnifique. C'est clair. Je pense que depuis l'arrivée de Jacques Rebaud, il a insufflé un nouveau départ et l'équipe, le président Jacques Rebaud et toutes ses équipes, bien sûr, tout le staff. Et il y a la volonté de construire une équipe compétitive chaque année et je pense que les résultats le montrent. 22 victoires à domicile cette année, c'est exceptionnel. Maintenant, on le sait, c'est une nouvelle saison qui démarre, on le dit toujours, les playoffs, et on sera les premiers supporters de l'équipe avec Julien. Et on espère que l'issue sera la plus belle possible. Très certainement. Julien? On n'en doute pas. Après, voilà, c'est le sport. On espère fortement qu'ils vont aller chercher ce titre. Mais voilà, c'est une chose très difficile à atteindre. En tout cas, vous êtes super bien entretenu. Vous continuez le sport ou... Non, mais c'est la table qui cache. Heureusement, de mon côté, l'hiver a été froid. Merci beaucoup à vous deux. On va tout de suite suivre une autre trajectoire pleine de sens. Tout de suite. Dans l'assiette, pourquoi? Parce que la cuisine a la cote. Le métier fait de plus en plus rêver les jeunes, inspirés par les émissions qui leur donnent presque un statut de star à ces cuisiniers. Pour d'autres, la cuisine sauve la vie. Elle est comme un langage, elle crée des liens et elle permet de trouver sa place dans une nouvelle société. Grâce à vous, Cuisine sans frontières, Juliette Hubert, vous êtes chargée de projet dans cette association qui a vu le jour en 2015. C'est pas un institut de formation à la base? Non, pas du tout. À la base, c'était vraiment une association de rencontres des cultures autour de la cuisine. Donc, le cœur de l'activité, c'est vraiment les ateliers de cuisine, donc, qui, depuis 2015, ont lieu à Grenoble, dans le quartier Chaurier-Beria. C'est toujours pareil, hein? On est toujours situé là-bas. Maintenant, on est dans les locaux en face de la Maison des Habitants Chaurier-Beria. Ça s'appelle le Babel Saint-Bruno et on partage nos locaux avec 4 autres associations. Et se retrouver autour de la cuisine, on prépare des plats ensemble et on les mange ensemble? C'est exactement ça. L'objectif, c'est d'offrir et de proposer un espace de sociabilisation où personnes avec, sans papier, se rencontrent, partagent ensemble des conseils de cuisine, mais aussi les joies, les galères du quotidien et puis tout ce qu'on peut partager finalement autour des fourneaux. Mais on cuisine sérieusement quand même, il faut que ce soit fait vraiment avec les règles de l'art. Qui sont ces personnes que vous accueillez? Il y a Arvani notamment qui est là aujourd'hui, qui vient régulièrement à Cuisine sans frontières, qui fait partie de notre projet de formation aussi. Il prépare, lui, cette année, le CAP Production et Services en Restauration. Il vous en parlera mieux que moi. Vous allez nous parler aussi de toutes ces formations. Mais ce sont des personnes qui se retrouvent ici à Grenoble sans forcément avoir un projet de vie, sans forcément avoir des repères, des personnes qui parfois ont traversé la planète avec des équipements de fortune et qui espèrent juste retrouver le goût à la vie. Oui, nous, on est une association qui soutient justement les personnes migrantes par cette activité de cuisine. Donc effectivement, il y a beaucoup de personnes migrantes qui nous rejoignent et notamment des personnes sans papier. Donc effectivement, c'est aussi un moyen finalement de travailler, de se rencontrer, d'avoir une activité. Donc c'est une activité bénévole, mais où on va quand même monter en compétences. Donc à la fois eux en cuisine, mais aussi en français, en langue française. On essaye de parler au maximum, d'échanger. Et puis nous aussi, on monte en compétences, et moi notamment cette année en cuisine. Ah, c'est parce qu'en plus vous apprenez des autres. Exactement. Donc c'est un bel échange. Mais à partir de quel moment est-ce que vous étiez une association qui accueillait des populations autour de la cuisine pour se faire plaisir et passer des bons moments ensemble, à dispenser des formations? Et justement, ça a été toute une construction. On a pu avoir des locaux en 2019
Et Prêté par la ville de Grenoble ? Exactement. Donc ça a vraiment été pour nous un gros soutien et ça a permis d'impulser notamment ce projet de formation. On se posait la question de comment aider ces personnes-là à leur apporter plus, parce qu'elles nous apportaient beaucoup de choses finalement, avec toutes leurs recettes, toute leur histoire. On était beaucoup enrichis par leur passage à Cuisine sans frontières. Et on s'est dit, mais comment on peut les accompagner davantage ? Comment nous aussi, on peut leur apporter quelque chose ? Si ça, c'était qu'un point de départ finalement. Exactement. Et donc, il y a eu cette idée de projet de formation. Et en septembre 2020, on est devenu organisme de formation. Et depuis, chaque année, on prépare en un an donc une promotion pour le passage du CAP Production et Services en Restauration. Et donc, en un an, en partenariat avec l'association 3 Amis, on dispense des cours et puis il y a une promotion, là, cette année, ils sont 9. 9 ? Ouais. Ah, ça y est, ils appellent, ils auraient voulu tous participer à cette émission, bien sûr, mais on a dit qu'il fallait amener à manger et c'était pas possible, donc voilà, c'est pour ça. Mais Arvani, vous venez du Congo, c'est ça, de la République démocratique du Congo ? Oui, je viens de la République démocratique du Congo. Et depuis Congo-Kinshasa, on va dire. C'est ça, de Kinshasa. Depuis combien de temps vous êtes à Grenoble ? Je suis à Grenoble depuis 2020. Donc, je dirais déjà 3 ans, normalement. Ouais. C'est ça. Et comment est-ce que vous avez frappé à la porte de Cuisine sans frontières ? Ah ouais, là, il y a une belle petite histoire entre moi et les responsables de Cuisine sans frontières. Et avant, je n'étais pas en Cuisine sans frontières. Je faisais du bénévole à une autre association, à un autre restaurant qui s'appelle le restaurant Les Bouillons. Et il n'est pas loin aussi du restaurant Cuisine sans frontières. Et un jour, j'ai vu Madame Christine et Sandrine, qui sont des responsables de Cuisine sans frontières. Ils étaient venus parler avec le responsable de là où je faisais du bénévole, Au Bouillon. Au Bouillon, voilà. Et ils étaient en train de parler. Et du coup, j'ai entendu parler d'une formation en cuisine. Et comme j'adore cuisiner, j'aime bien faire la cuisine. Et j'ai demandé à Christine si je pouvais moi aussi suivre une formation en cuisine. Et elle était d'accord. Du coup, elle m'a proposé un rendez-vous, de venir dans des locaux de Cuisine sans frontières pour en parler en gros. Et vous vous êtes senti déjà chez vous, dans un atelier qui va vous aider à apprendre ce métier ? Oui. C'était un objectif de devenir, je ne sais pas si vous voulez être cuisinier ou en tout cas travailler dans un restaurant. C'est un objectif de métier pour vous, un rêve ? Oui, c'est vraiment, j'ai pensé vraiment à ça. C'est pour cela que j'ai commencé à faire du bénévole à Cuisine Le Bouillon. Et j'ai profité de cette occasion quand j'ai rencontré Christine pour suivre ma formation en cuisine. Et qu'est-ce que vous aimeriez faire ? C'est-à-dire rester dans les traditions de votre pays aussi, mixer un petit peu vos différentes inspirations, vos origines pour produire quelque chose un petit peu unique. Ça se fait beaucoup, ça, aujourd'hui ? Ah oui, bien sûr, parce que moi, j'aimerais bien apprendre aussi à cuisiner d'autres plats qui venaient, par exemple, de Russie, Roumanie, Nigeria, Guinée. Pour moi, c'était très important d'apprendre aussi, parce que j'essaie déjà à cuisiner nos plats du Congo. Mais je voulais avoir aussi comment on cuisine d'autres plats des autres pays. Ah, c'est vrai, Juliette, que quand on va dans vos cuisines, ça sent tous les pays. Il y a vraiment une odeur qui est vraiment qui est très universelle, on va dire. C'est vrai que la cuisine est un langage universel. Donc là, c'est Néous, je crois, qui nous apprend à retourner une tortilla. Visiblement, ça pèse lourd. C'est ça. Et on a aussi, alors ça justement, on m'avait parlé de ce plat des pays de l'Est, le borek, c'est ça. Alors, c'est pas facile, vous ne faites pas tous ça chez vous, je sais pas si... Mais je ne sais plus comment s'appelle cette femme, mais alors on apprend aussi les techniques qui sont hyper pointilleuses. Hein. Effectivement, pour le burek, il y a plein de techniques et chaque cuisinier et cuisinière a un peu sa technique pour justement faire cette pâte très fine. Le but, c'est vraiment d'obtenir une pâte élastique et fine. Et généralement, c'est roulé avec un rouleau très fin et c'est assez beau à voir et assez impressionnant. Et sur notre compte Instagram, il y a une petite vidéo d'une cuisinière aussi qui le roule. Voilà.
Alors, ça, on le trouve sur votre page, sur une grande plateforme de vidéos. Allez, on le trouve sur YouTube, ça justement. Et ce qui est fou, c'est que chacun peut continuer à exercer ces gestes. En fait, c'est que chacun a quelque chose dans ses mains, c'est-à-dire a forcément une inspiration familiale. Chacun est capable de devenir cuisinier chez vous? Ah oui, complètement. Il n'y a pas de niveau requis pour venir cuisiner. J'en suis aussi la preuve parce que je n'avais pas de formation non plus dans ce domaine-là. Et puis, j'apprends aussi en cuisine. Et, ça, c'est des choses qu'on ne sait pas faire, nous, ça, par exemple. Voilà. Et en fait, on valorise ces gestes traditionnels. Exactement. Le but, c'est aussi que les personnes du Congo puissent apprendre des recettes de Russie ou de Géorgie et qu'on leur apprenne aussi de temps en temps des plats français traditionnels. C'est vraiment le but de faire cet échange-là et de ne pas se limiter à des recettes types, de pas s'interdire en fait d'aller explorer des plats et des recettes. On dit souvent que la cuisine, comme on vient de le dire, c'est un langage universel comme le sport. Finalement, on se retrouve tous beaucoup avec un ballon ou avec un palais de hockey sur une patinoire, évidemment. Le sport, ça fédère. La cuisine, ça fédère aussi. Et alors, vous avez une promo. Combien de personnes ont obtenu un CAP déjà depuis la création? Donc, en septembre 2020, il y a 3 personnes qui ont passé le CAP avec nous et qui l'ont obtenu. L'année suivante, il y a 7 personnes qui ont pu passer le CAP et à nouveau, toutes l'ont obtenu. Bon, alors vous êtes une formation béton? Oui, du coup, cette année, on s'est dit on se lance sur 9 personnes. Donc, allez, on y croit. Et, dont Arvani, personne n'échoue. Donc, j'espère bien, oui. Ça devrait bien se passer. Être chef cuisinier, ça serait votre passion? C'est votre objectif? Bien sûr, j'aimerais bien un jour être un chef cuisinier et apprendre aussi aux autres comment cuisiner. Parce que là, moi, je suis en train d'apprendre et c'est vraiment bien pour moi. Je pense que aussi, un jour, que je deviendrai un chef cuisinier, ça serait génial pour moi. Vous êtes tous passés par des épreuves qui sont assez inimaginables pour nous ici, à Grenoble. Vous apprenez que toutes ces personnes ont des richesses immenses dans leurs mains. C'est ça, Juliette? Ah oui, déjà, vous rendez leur humanité à ces personnes qui sont passées par des séquences de vie de grandes souffrances. Je ne sais pas si on y arrive à le rendre une humanité, mais c'est en tout cas ce qu'on essaye de faire à notre petite échelle et de se dire que l'espace qu'on propose à Cuisine sans frontières, c'est aussi un moment pour souffler, un moment pour parler d'autres choses, et aussi, si on a besoin de parler de nos galères aussi, d'avoir cet espace pour en parler. Et donc, vraiment, voir ça comme en cuisine, on partage pas forcément que des recettes, mais tout ce qui peut être autour aussi. Et puis, on mange ensemble à chaque fois. Et donc, le repas, c'est aussi un moment convivial, finalement, où on parle d'autres choses aussi, des fois, que de cuisine. Et c'est super chouette. Et vous donnez des Grenoblois, puisque les personnes, on le rappelle, pour certains, n'ont pas de papier. Et pour la plupart, la formation, justement, cette année, il n'y a que des personnes qui n'ont pas de situation régulière, donc qui n'ont pas de papier. Et, qui doivent patienter plusieurs années avant de pouvoir obtenir... Et nous, il y a un des objectifs, c'était justement de se dire que s'ils ont une formation qui est reconnue en France dans un secteur qui est en tension, où Pôle emploi nous a donné des chiffres, il y a 100 000 personnes en hôtellerie-restauration en besoin de main-d'œuvre. Donc nous, on forme des personnes qui sont qualifiées, qui ont un diplôme français. Donc on avait des espoirs pour que justement leur régularisation puisse être plus accélérée en tout cas. Voilà, exactement. Et c'est pas forcément le cas. Donc sur la première promotion, il y a une personne qui a été régularisée. Sur la seconde, donc il y avait 7 personnes. Il y en a 5 qui ont pu avoir leur situation administrative régularisée. Donc c'est vrai que c'est souvent des longs parcours et c'est des parcours difficiles. Et puis il faut toujours garder espoir. Et nous, on est aussi là pour essayer de faire notre possible pour que ces personnes motivées, aussi les aider dans ce parcours-là qui est difficile. Votre spécialité, Arvani, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous cuisinez le mieux? En cuisine? Ouais. Ah oui, pour le moment c'est un peu compliqué, mais je dirais je sais très bien préparer le ragoût aux pommes.
Le ragoût aux pommes. Aux pommes ou aux pommes de terre? Aux pommes de terre. Ah, un ragoût aux pommes de terre. Ouais. Ça fait du bien avec cet hiver qui n'en finit plus. Ah oui, bien sûr. Oui. Vous nous en ferez quand vous aurez obtenu votre CAP. Vous revenez là, c'est une promesse, d'accord? Ah oui, avec plaisir. Super, avec Juliette. Et puis, vous viendrez dans le public, on mangera. Il paraît que c'est magnifique. Merci à vous. Bonne chance, comme on dit, vraiment. Merci beaucoup à vous aussi. Et merci Juliette, c'est parfait. On va découvrir justement un autre moyen de sauver la planète autant que possible. Cette fois-ci, en parapente, tout est possible. C'est vrai que le parapente, finalement, Nicolas Plein, vous a permis de prendre de la hauteur, mais surtout de découvrir des choses dont on ne se doute pas quand on est ici les pieds sur terre. C'est ça l'idée d'utiliser le parapente, c'est vraiment de découvrir des écosystèmes qu'on connaît par cœur. Par exemple, les Alpes, je les ai parcourus en randonnée quand j'étais petit. Et de les découvrir en parapente vue du ciel, ça donne vraiment un autre point de vue. Et on se rend compte de comment sont imbriqués les écosystèmes et comment l'homme évolue dans son milieu avec les espèces naturelles, les différentes espèces végétales et la faune et la flore. Alors Nicolas Plein, d'où êtes-vous parti? Vous êtes un Isérois, vous êtes donc passionné de montagne, passionné de balade dans la nature, passionné par la nature. C'est un peu ça, ouais. J'ai eu la chance de grandir à Saint-Paul-de-Vars, au sud de Grenoble. Et on est au pied du massif du Vercors. Et quand on voit ces montagnes, quand on s'intéresse à ces montagnes, à leurs évolutions, et aux glaciers qu'il y a par exemple dans le massif de Beldon, on voit qu'il y a un problème vraiment avec le dérèglement climatique, avec ce réchauffement. Et on se rend compte qu'on peut quand même agir, qu'il y a des solutions à mettre en place pour essayer de protéger cette faune, cette flore et finalement aussi les hommes qui y habitent. Alors, scientifique de formation, vous êtes devenu un communicant, un ambassadeur de nos Alpes. D'ailleurs, vous êtes ambassadeur Grenoble-Alpes. Et vous avez donc pris de la hauteur. Vous emmenez des scientifiques qui n'ont pas forcément l'habitude. Parfois, ils sont un petit peu crispés. Là, ce n'est pas le cas, bien sûr. Non, Thierry, il était plutôt confortable. Voilà, c'est ça. Mais vous les embarquez là-haut. Et vous parlez de pollution lumineuse, vous parlez de beaucoup de choses. En fait, ce sont des personnes qui savent et vous les faites se rencontrer presque. C'est-à-dire, vous croisez les savoirs pour agir. L'idée, c'est ça. On voyait, il y a Gaëlle Usu, par exemple, qui est une géochimiste qui travaille sur la pollution de l'air, donc Gaëlle. Et en fait, on a décollé de Champs-Rousses et on voit vraiment les différentes couches dans l'atmosphère, cette pollution qu'il peut y avoir dans les différentes couches et comment on peut essayer de mettre en place des solutions pour y faire face. Déjà, mieux comprendre les problèmes avec les scientifiques, c'était ce qu'on essaie de faire dans cette collection de documentaires qu'on a vue. Et ensuite, mettre en place les bonnes solutions avec les femmes et les hommes qui sont dans les territoires et qui œuvrent chaque jour pour mettre en place des solutions, soit dans leur vie personnelle, professionnelle ou associative. C'est vrai que les solutions, c'est aussi les séries documentaires. C'est un des moyens, bien sûr, de sensibiliser, de secouer les consciences. Vous n'en êtes pas à votre première série documentaire. Celle-ci s'appelait La science vue du ciel. Oui, c'est ça. C'est ça. Et là, on retourne à il faut sauver les Alpes. Sauver les Alpes. Il faut sauver... On ne sait pas, mais ça a commencé par Sauver les Alpes, qui avait été une série documentaire qu'on a retrouvée au Festival de Cannes, d'ailleurs aussi. Vous avez eu un prix ou... On a eu le prix du meilleur film documentaire dans la catégorie environnement au Green Deal Award. C'est ça. Et il y avait 500 documentaires. Voilà, parce qu'à partir de ça, vous les rencontrez en l'air et sur terre. Oui, ici sur notre campus ici. C'était il y a déjà quelques années. Est-ce que depuis, cette série a fait des petits? Est-ce qu'il s'est vraiment passé quelque chose? Ouais, ce qu'on a fait, on a fait 3 épisodes. Donc le premier épisode sur les Alpes, ensuite un épisode sur les volcans d'Auvergne et un autre sur la Provence. Et l'idée, c'est d'aller plus loin, en fait, d'utiliser le documentaire comme un moyen de faire bouger les choses. Et c'est pour ça qu'après les documentaires, on a créé avec la Commission européenne une sorte de marmiton de la transition écologique où on peut aller voir sur une interface en ligne toutes les solutions. On retrouve comme le Reaper Café, comme d'autres solutions, et on peut facilement les répliquer. On donne tous les ingrédients et les recettes pour, si un producteur local voit une solution d'un autre producteur local dans le documentaire, il peut aller sur cette interface ilfautsauver.org et répliquer facilement la solution en question. Et ça, c'est quelque chose qui est assez génial parce que ça permet d'avoir vraiment un impact dans les territoires et au niveau national, quoi. Et en fait, votre philosophie, c'est de dire on a tous, chacun à notre... On peut agir à grande échelle, évidemment, pour répondre à cette urgence climatique. Mais la toute petite échelle, c'est-à-dire la nôtre, elle est possible aussi et il faut s'inspirer chacun d'un bout à l'autre du monde de ce qu'on sait faire, nous, à notre petite échelle. Comme le Reaper Café, par exemple. C'est exactement ça, en fait. C'est comment on passe du local au global et au local. Avant, j'étais dans l'équipe COP21, donc les conférences des parties au niveau international. Et en fait, on voit qu'à ce niveau-là, c'est intéressant d'agir, mais que finalement, au niveau local, on a un effet d'action qui est beaucoup plus important, comme une roue crantée de la transition écologique. En fait, dès qu'on met une action en place, c'est très difficile de revenir en arrière au niveau local, alors qu'au niveau global, c'est un peu plus facile.
Quand on voit une élection de Donald Trump, par exemple, en 2022, juste après la COP21, qui est élu sur la sortie de l'accord de Paris, voilà, c'est des effets en arrière qui sont très importants et qui peuvent un peu nous décourager de l'action au niveau global. Et quand vous disiez il faut aller plus loin, il faut aller encore plus loin aussi dans le monde. Donc là, vous revenez du Kenya et vous êtes allé aussi un petit peu partout pour un nouveau documentaire qui s'appelle Rise. Donc je le dis avec l'accent, vous parlez avec l'accent français, c'est bien. On vous écoute, c'est pas sous-titré, mais regardez l'idée de ce documentaire. With our new documentary, Rise, I will show you 5 incredible solutions that you have never heard of. These solutions will revolutionize the way we act on climate issues all around the world. And I'm going to tell you how. Voilà, ça s'appelle Rise. Et donc, on voit, alors vous avez survolé Monument Valley. Ce que vous expliquez dans cette série, c'est que vous avez retenu, par exemple, on veut les savoir, justement, on veut connaître ces 5 moyens simples et accessibles pour tous de pouvoir répondre à cette urgence climatique. C'est ce que vous veniez de dire. Est-ce qu'on les connaît déjà ou ils sont en cours? L'idée avec Rise, c'était qu'on voulait montrer que pour trouver des solutions pour ces problèmes du dérèglement climatique et de la perte de biodiversité, on peut concilier à la fois science, technologie et connaissances locales. Et ces 5 solutions, l'idée c'est de montrer qu'elles peuvent être réplicables et aussi les approches qu'on a pour les mettre en place sont réplicables. Donc là par exemple on était au Kenya il y a quelques semaines. Au Kenya, dans la région du nord-est du Kenya, il n'a pas plu depuis 4 ans où on était. Et là-bas, c'est des communautés pastorales. Donc, on a des troupeaux de vaches et de chèvres. Et en fait, il y a beaucoup de chèvres et de vaches qui meurent. Elles meurent de soif, soit elles meurent de faim parce qu'elles n'arrivent plus du tout à trouver assez de nourriture pour se nourrir. Et l'idée, c'est comment on peut faire face, comment les communautés locales font face à ces désertifications et aux sécheresses. Et là-bas au Kenya, donc la tribu des Borana avec laquelle on était, elles ont mis en place une solution qui est assez simple. Elles remplacent leurs troupeaux de vaches par des troupeaux de dromadaires qui sont beaucoup plus adaptés à cette désertification, qui ont besoin de boire que 3 fois par mois, contrairement aux vaches qui c'est à peu près tous les 3 jours. Et c'est vraiment des solutions qui sont assez simples comme ça, mais qui en fait finalement transforment un peu les cultures, changent les cultures. Il y a toute une acceptation à avoir de la solution. Est-ce qu'on est prêt demain à boire du lait de dromadaire ou de manger de la viande de dromadaire? Pas forcément. Donc il y a voilà tout un shift à faire et voir aussi comment on peut s'adapter encore plus loin en ayant des pompages solaires de l'eau, par exemple, pour aider ces différentes communautés pastorales à faire face aux sécheresses. Ça veut dire que l'homme s'adapte dans toutes circonstances. Aujourd'hui, on n'arrive plus à s'adapter puisque le climat change. On le voit bien. Et pourtant, avec une intelligence locale et une intelligence collective, c'est ça qui peut changer, c'est ça qu'il faut faire savoir. Ce qu'on voit, c'est vraiment que les hommes sont très résilients dans les différentes zones dans lesquelles on est allé. Après, il faut quand même, les changements sont tels et sont tellement rapides et tellement forts qu'il faut aussi un petit coup de pouce pour que les communautés puissent s'adapter encore plus vite à ces différents changements. Donc il y a des super solutions dans les communautés. Nous, on a des super solutions aussi avec la technologie et la science qu'on a pu développer. Aujourd'hui, on est tous dans le même bateau, on est sur la même planète et on est vraiment confrontés à ces effets du dérèglement climatique. On a vu les feux cet été dans la Chartreuse, à des endroits où on n'aurait jamais pensé avoir des feux de forêt. Et aujourd'hui, voilà, c'est comment on se met ensemble. On dit, bah voilà, on a des connaissances. Les différentes personnes qui habitent la planète ont des connaissances et des savoir-faire. Comment on les met en commun pour essayer de trouver les bonnes solutions? Alors, juste une dernière image qui était assez symbolique. Vous avez atterri sur le Mont Blanc en parapente. Vous avez pu observer, ça c'était un été de sécheresse. Et vous avez pu observer que vous n'étiez pas tout seul. On n'était pas tout seul, on était à peu près 150 à atterrir au sommet ce jour-là. C'est des conditions qui arrivent presque jamais parce qu'il ne faut pas de vent en altitude et des plafonds qui sont très hauts. On avait décollé à 2000 mètres d'altitude et là on était presque à 6000 mètres d'altitude. On voit tout le monde qui est au sommet. Et voilà, c'est vraiment une des manifestations. Ce jour-là, on a battu le record de température au sommet du Mont Blanc. Et c'est des manifestations d'un climat qui change, qui se réchauffe. Et petit à petit, on va tendre vers des étés de plus en plus chauds, peut-être de plus en plus secs dans les différentes zones, et voir comment, dès à présent, on met en place les bonnes solutions. Parce que si on arrête les émissions aujourd'hui, on
on aura des effets dans 5-10 ans. Et voilà, c'est des choses qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui. Et c'est en lien avec le sport, en lien avec la cuisine. Ça touche tous les aspects de la société. C'est ça qui est assez motivant, c'est qu'on peut... Ces sujets, ils sont très graves, mais on peut aussi les voir comme une façon de changer la société, de mettre en place les bonnes solutions et de créer le futur dans lequel on a envie de vivre. Et c'est vraiment ça le message qu'on veut porter avec notre documentaire. Et de mobiliser toutes les énergies aussi vers cette intelligence, comme on le disait. Merci beaucoup aussi de le véhiculer. Vous passez ici sur notre plateau, vous avez écumé tous les plateaux possibles de notre télévision, toutes les chaînes nationales, voilà, parce que le message passe aussi. Et avec le sourire, avec l'optimisme aussi. On espère que ça pourra changer les choses. Bravo en tout cas. Merci Lucille. Et merci beaucoup et merci à vous tous pour ces belles valeurs que vous nous avez transmises ici sur ce plateau. Belle réussite à vous tous et à vous à très vite. Profitez de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. L'entrepôt du bricolage de Saint-Jean-de-Moiran, Échirolles-Comboires, Saint-Martin-d'Air vous a présenté Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, l'esprit entrepôt, ça change tout.